Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes et député européen. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La colère des agriculteurs avec ce drame à Pamiers, dans l'Ariège. Une voiture qui fonce sur un blocage, sur des bottes de paille. Une femme est morte, deux blessés graves. En fait, la femme, le mari, la fille étaient sur ce barrage, ont été bousculés, renversés par cette voiture. La femme est morte. Premier drame dans cette mobilisation agricole. François-Xavier Bellamy. Évidemment, c'est une nouvelle absolument terrible et je voudrais dire à quel point je crois nous pensons tous à cette femme, à ses proches, à ceux qui ont été blessés en espérant qu'ils puissent être rapidement pris en charge. Je pense aussi à tous les agriculteurs qui manifestaient avec eux. Et vous disiez, Jean-Jacques Bourdin, premier drame, c'est vrai. Oui, mais en même temps, c'est aussi une manière de se souvenir que aujourd'hui, dans notre pays, aujourd'hui, 2 agriculteurs se donnent la mort tous les jours. La crise du monde agricole, elle fait des morts. Elle tue des gens et elle tue ceux qui nous font vivre. Un pays qui laisse mourir ceux qui le font vivre, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Et pour notre part, nous n'avons pas attendu la mobilisation actuelle pour le dire, pour le crier. Ça fait des années que nous disons, ça fait des années que nous nous battons au Parlement européen pour dire que nous avons le devoir de sauver nos agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture française est effectivement en danger de mort. Et si elle devait disparaître, c'est pas seulement les agriculteurs qui y perdraient. Ça, je crois que c'est très important que tout le monde le comprenne. Le sujet de la crise de l'agriculture ne concerne pas les agriculteurs seulement. Elle concerne tous les Français, parce que si les agriculteurs français devaient disparaître demain, c'est nous tous, comme consommateurs, mais aussi comme citoyens qui avons à y perdre l'alimentation sur laquelle nous comptons, et puis notre capacité de maîtriser notre destin, notre souveraineté, c'est ça qui est en jeu. Alors aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, je vais revenir sur les raisons de la crise. Pourquoi est-ce que l'agriculture française est en crise? Mais il y a des blocages partout maintenant, sur la 7, sur la 63, sur la 62, au niveau d'Agen, sur la 68, à Albi, partout en France, les blocages gagnent du terrain. Est-ce que d'abord vous soutenez les agriculteurs qui bloquent? Est-ce que ces blocages sont nécessaires aujourd'hui pour que les agriculteurs se fassent entendre? Moi, je trouve désolant qu'on en arrive là, mais en même temps, d'une certaine manière, quel choix a été laissé aux agriculteurs dans ce pays? Ça fait des mois qu'ils nous alertent. Ça fait des années. Ça fait des années que je vais rencontrer les agriculteurs partout en France et je vois à quel point ils traversent des difficultés infinies, à quel point depuis des années ils nous disent qu'on marche sur la tête. Nous le voyons tous les jours et je le vois tous les jours au Parlement européen. Depuis des mois, ils essayent de dire paisiblement, pacifiquement, leur détresse devant le sort qui leur est réservé, l'inflation des normes qui les asphyxie. Je vais revenir au détail. Le fait est qu'ils ont essayé de dire ça pacifiquement. Oui. Ils ont retourné les panneaux des communes. Ils ont essayé de faire des actions symboliques. Personne ne les a entendus, en tous les cas, chez nos dirigeants, chez nos gouvernants, dans la majorité présidentielle. C'est clair. Je trouve ça désolant qu'il faille en arriver là, mais j'ai le sentiment que ces blocages, ils sont d'abord le fait de nos gouvernants qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont pas voulu entendre. Ont-ils raison aujourd'hui de bloquer? Ont-ils raison aujourd'hui de manifester de la sorte? Et encore une fois, je vous le redis, c'est désolant parce que les blocages, ils font des victimes parmi les Français ordinaires qui vont travailler tous les jours, qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'aller au travail, qui ont besoin de vivre leur vie quotidienne. Ils ont même fait une victime physique ce matin. Et aujourd'hui, en tous les cas, il faudra savoir. Pardon, c'est pas les blocages qui ont fait une victime. Oui. La question mais comprenez, est, il faudra qu'une enquête ait lieu pour savoir comment les choses se sont On est produites. bien d'accord. Néanmoins, c'est la conséquence du blocage, peut-être. En tous les cas, c'est qu'on sorte de cette crise et qu'on en sorte avec des solutions. Parce que c'est ça dont les agriculteurs Il y a urgence, là. Il y a urgence. Il y a une urgence absolue. Mais c'est une urgence de long terme. En 2019... Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur doit demander l'évacuation par les forces de l'ordre de tous les agriculteurs qui bloquent? Encore une fois, le ministre de l'Agriculture, il doit apporter des solutions aux agriculteurs. Je parle du ministre de l'Intérieur. Moi, est-ce qu'il doit demander l'évacuation? Je vous réponds, le ministre de l'Agriculture doit apporter des solutions. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et moi je crois que les agriculteurs, vous savez, d'abord ils ont du travail eux aussi, c'est des gens sérieux, c'est des gens paisibles, ils viennent pas bloquer les routes par plaisir. Leur but c'est de retourner demain faire leur travail.
Et donc la question, mais c'est est-ce qu'ils sont obligés de continuer ces actions pour se faire entendre aujourd'hui? Mais est-ce que le gouvernement est prêt à leur apporter des réponses? C'est pour ça que je vous dis, Jean-Jacques Bourdin, il faut qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, que le Premier ministre, que le Président de la République apportent des réponses concrètes. Et pour ma part, j'ai quelques questions à poser, au gouvernement sur la manière dont il envisage les dossiers européens qui arrivent. Alors parce attendez. que c'est devant nous aussi. Attendez, regardons les problèmes des agriculteurs, les prix à la production. D'abord, je vais venir sur les règles européennes. Parce que j'ai lu votre tribune ce matin dans le Figaro. Mais je vais revenir sur les règles européennes. Mais les prix à la production, les prix payés par le consommateur, les prix sont en hausse et les prix payés aux producteurs sont en baisse. Alors, les agriculteurs demandent l'application à 100% de la fameuse loi Egalim. Est-ce que les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution font des bénéfices sur le dos des agriculteurs ? Aujourd'hui, en tous les cas, il y a un vrai problème de répartition de la valeur, c'est un fait. Et la loi Egalim n'a pas actuellement permis de répondre à cette question absolument majeure. Comment se fait-il que dans notre pays, et c'est une question, encore une fois, je le redis, qui nous concerne tous comme consommateurs et qui nous concerne comme citoyens. Comment se fait-il que dans notre pays, on n'a jamais alloué aussi peu de ce que nous produisons tous ensemble à notre alimentation? Comment se fait-il qu'à la fin, on n'a jamais accordé aussi peu à ceux qui nous font vivre? Comment se fait-il que le revenu des agriculteurs soit aujourd'hui parmi les plus bas revenus dans la société française? C'est pourtant l'un des métiers les plus importants. Tout le monde en conviendra. Qui que nous soyons ici, on a tous besoin de s'alimenter tous les jours. Et donc, si nous ne sommes pas capables de produire notre alimentation, si nous ne finançons pas ceux qui la produisent, est-ce que, je vous pose la question, vous ne répondez pas, est-ce que les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution font des bénéfices sur le dos des agriculteurs? Mais le fait est effectivement qu'il y a un problème de répartition de la valeur et qu'il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu. Il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu dans la distribution et dans l'industrie, et il faut évidemment que ce sujet soit mis sur la table. Mais je crois que le problème n'est pas d'abord là, si vous me permettez. En tous les cas, il est là. Il y a un problème d'application de la loi. Les prix et la production, il est là. Bien sûr, il y a un vrai problème. Bien. Sur transposition des règles européennes. Les règles européennes, vous les connaissez bien. Vous avez beaucoup travaillé dessus. La transition verte de l'agriculture européenne a-t-elle imposé une forme de décroissance et donc un passif à tous nos agriculteurs? Oui, et c'était le projet, Jean-Jacques Bourdin. C'était le projet. En 2020, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans, la Commission européenne a présenté un projet qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. L'idée, c'était la transition environnementale de l'agriculture. Et les conséquences de ce projet étaient annoncées dès le départ. C'est ce que je rappelle avec Anne Sander, qui travaille sur ces sujets d'agriculture, dans la tribune que vous avez évoquée, publiée dans le Figaro aujourd'hui. La Commission européenne elle-même assumait que les conséquences de ce projet, c'est que la production agricole en Europe allait baisser de 15%, entre 13 et 15%, que le revenu des agriculteurs allait encore baisser, que les prix pour les consommateurs allaient encore augmenter. Tout ça a été d'une certaine manière déjà prévu. Et ce projet de décroissance, il a malgré tout été porté par les Verts au Parlement européen, par une grande partie de la gauche et par les élus macronistes. Et c'est là que j'ai des questions à poser au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement dit de la ligne défendue au Parlement européen par Pascal Canfin, qui est président de la Commission de l'Environnement, qui est un élu macroniste. Ça fait des années que Pascal Canfin explique qu'il faut faire cette transition verte. Ça fait des années qu'il défend. Il est l'un des responsables de la situation actuelle ? Il est en tous les cas l'un de ceux qui a porté avec le plus de détermination ce projet de transition environnementale, au mépris, je crois, de quelques éléments de contexte extrêmement simples. Est-ce que ça a du sens, par exemple, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que ça a du sens de dire à nos agriculteurs, pour restaurer la nature, c'était un texte de loi sur la restauration de la nature, pour restaurer la nature, on va devoir geler 10% des surfaces agricoles existantes, ça veut dire imposer une baisse de la production pour rendre ces terres à la friche, pour rendre ces terres à la nature, pour les faire se reposer d'une certaine manière. On va faire baisser la production agricole et en même temps, évidemment, on va augmenter nos importations. Parce que quand nos agriculteurs ne produisent plus, où est-ce qu'on achète de quoi nous nourrir ? On l'achète dans des pays extra-européens qui ne respectent aucune de nos règles environnementales. Donc en fait, on a la double peine. On détruit nos emplois, on détruit la vie de nos agriculteurs et simultanément, on se rend dépendant des modèles de production qui détruisent l'environnement. Donc multiplication des règles environnementales pour les agriculteurs, qui n'y s'y retrouvent plus. Quel a été le comportement du Rassemblement national lors de ce débat autour de la loi restauration de la nature ?
Nous avons mené le combat. Nous avons été en première ligne avec le PPE, avec la droite européenne, avec les Républicains. Nous avons dénoncé ce texte Restauration de la nature dès le début. Et nous avons combattu pied à pied. Nous avons mené les négociations. C'est ma collègue Anne Sander, des Républicains, qui était négociatrice sur ce sujet pour notre groupe en commission de l'agriculture. Elle a travaillé pied à pied pour éviter le pire. Le Rassemblement national, lui, vous savez, il proteste, il se plaint, il vient voter, mais quand il s'agit de négocier, de faire le travail de fond, il est absent. Quant à Monsieur Canfin, pendant tout ce débat, il nous a accusé d'être le Trumpisme européen, il nous a accusé d'entretenir une dérive populiste, il nous a accusé d'être hostile à l'environnement. Et encore une fois, moi je pose la question très simplement au gouvernement, est-ce que c'est ça sa ligne ? Est-ce que sa ligne, c'est celle de Monsieur Canfin qui disait, il y a quelques semaines, dans un entretien à Terra Nova, le projet, finalement, ça pourrait très bien être de se passer de l'élevage, parce que l'élevage, ça émet du carbone. Est-ce que les élus macronistes au Parlement européen vont voter dans quelques semaines la directive sur les émissions industrielles qui classe l'élevage comme les usines dans ce qui produit du carbone et qui impose des normes aberrantes à nos éleveurs au risque de les voir disparaître? Est-ce que c'est ça la politique du gouvernement? Et pardon de le dire, mais quand on dit, comme Monsieur Canfin, on pourrait demain faire du lait de synthèse dans les laboratoires pour pouvoir, je le cite mot à mot, se passer complètement de vache. Quand on dit, comme M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, que l'élevage, ça pollue et que par conséquent, il vaut mieux se tourner vers la viande de synthèse, est-ce qu'on ne peut pas comprendre le malaise des agriculteurs? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre la révolte des agriculteurs dans ce pays? Et moi, je dis que cette dérive idéologique, nous l'avons combattue depuis le premier jour et nous continuerons à la combattre avec détermination parce que nous voulons soutenir nos agriculteurs qui, aujourd'hui, produisent l'alimentation la plus vertueuse au monde du point de vue de la santé et du point de vue de l'environnement. Alors François-Xavier Bellamy, les charges financières des agriculteurs, la fiscalité par exemple sur le GNR en hausse, est-ce qu'il faut revenir sur est-ce qu'il faut revenir à une défiscalisation du GNR? Mais évidemment, le GNR c'est le gazole non routier, il faut savoir. C'est le gazole qu'un agriculteur met dans son tracteur. Exactement. Alors le gazole qu'on met dans le tracteur, il était effectivement l'objet d'une fiscalité favorable. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que quand vous êtes un agriculteur, vous n'avez pas le choix de ne pas mettre de gazole dans votre tracteur. Ça existe les tracteurs électriques. Non mais on marche sur la tête. Oui, mais il y a un paradoxe. La fiscalité, c'est... Il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est simple, c'est que vous dites sans cesse, il faut faire des économies, la dette est trop lourde, absolument. Donc là, c'était une économie que faisait l'État. Je vois pas. Mais faire des économies, ça ne veut pas dire prendre toujours plus d'argent aux Français, Jean-Jacques Bourdin. Parce que si c'est ça l'idée, alors effectivement, c'est pas la ligne des Républicains. La ligne des Républicains, c'est que l'État commence par baisser sa propre dépense, pas par augmenter les impôts. Faire des économies, ça veut pas dire entretenir encore plus cette pression fiscale délirante qui fait qu'on est le pays du monde où on paye le plus d'impôts. On est le pays du monde où les prélèvements obligatoires sont les plus importants et simultanément la dette n'a cessé d'augmenter, la dépense publique n'a cessé d'augmenter et pourtant l'État est défaillant sur toutes ses missions régaliennes. Désolé, mais là pour le coup ça s'appelle un constat de faillite. Donc le vrai sujet, c'est pas que Bruno Le Maire décide de punir les agriculteurs parce qu'il n'a pas réussi à faire des réformes efficaces. Le vrai sujet, c'est qu'il commence à réformer l'État pour faire baisser la dépense de l'État. C'est ça qui compte. Faut-il, comme le demande le RN, le Rassemblement national, diminuer la contribution de la France à l'Union européenne? Il faut, en tous les cas, que la contribution de la France à l'Union européenne soit l'occasion d'un vrai retour sur investissement pour les Français. Oui. C'est ça la question clé. La France est le pays qui touche le plus d'argent, la PAC, la politique agricole commune, la France est le pays qui touche le plus d'argent. 9 milliards d'euros. Si on diminue la contribution, est-ce qu'on ne risque pas de diminuer les aides européennes aux agriculteurs? C'est la raison pour laquelle on s'est battu pour préserver la PAC. Et là encore, avec Anne Sander, qui était rapporteur sur le sujet, le travail a été très difficile et très compliqué au tout début du mandat pour faire en sorte que la PAC reste ce qu'elle est. Pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la PAC. C'est une subvention versée aux agriculteurs pour soutenir leur travail. Ça n'est pas un cadeau qu'on fait aux agriculteurs. C'est pas un cadeau qu'on pourrait mettre sous condition en leur disant si vous faites ceci ou cela, alors dans ce cas on vous donne ces aides. C'est ce que nous leur devons. C'est ce que nous leur devons pour faire face à la concurrence mondiale. Toutes les grandes puissances du monde subventionnent leur agriculture. La Chine, évidemment, mais aussi, bien sûr, les États-Unis, qui sont pas spécialement un pays soviétique. Donc, on doit absolument faire que l'agriculture soit regardée pour ce qu'elle est, un secteur stratégique. Et là encore, on s'est retrouvé
toujours devant les mêmes qui nous expliquent. D'ailleurs, finalement, c'est la même logique. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à soutenir l'agriculture? Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à financer nos éleveurs, nos cultivateurs? Est-ce qu'on ferait pas mieux, finalement, de mettre cet argent ailleurs? Les mêmes qui nous disent en substance, on pourrait faire de la viande de synthèse ou bien on pourrait l'acheter ailleurs, après tout. Les élus macronistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont soutenu restauration de la nature, qui ont soutenu cette inflation normative permanente portée sur nos agriculteurs, sont les mêmes qui ont voté massivement l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. C'est une manière de dire finalement, bon bah écoutez, il faut dénoncer tous les accords. Faut-il dénoncer tous les accords de libre-échange signés par l'Union européenne? Non, ce qu'il faut, c'est une règle très simple. Qu'on ne s'autorise pas à importer en Europe ce qu'on s'interdit de produire en Europe. Est-ce que, Jean-Jacques Bourdin, vous vous mettez à la place, on se met à la place d'un agriculteur à qui on dit qu'il n'a pas droit de pratiquer l'élevage de telle ou telle manière, qu'il doit... Par exemple, prenez les éleveurs avicoles, vous prenez ceux qui font, par exemple, de la volaille. On leur dit, alors, dans vos élevages, vous devez respecter des normes de bien-être animal extrêmement précis, méticuleux, très complexes. Il faut absolument que tous les animaux aient droit à tant d'espace, tant de lumière, tant d'éclairage, tant de temps pour aller dehors, etc. Et simultanément, vous voyez arriver sur le marché européen de la volaille produite sans respecter aucune de nos règles. Alors, aucune la de nos volaille, règles. par exemple, ukrainienne. Est-ce qu'il faut remettre les droits d'importation sur la volaille ukrainienne, sur les produits ukrainiens? Bien sûr, et là encore, nous le disons depuis longtemps. Nous sommes favorables évidemment au fait de soutenir le peuple ukrainien qui mène un combat pour sa liberté, mais ça ne veut pas dire que nos agriculteurs doivent payer le prix fort, et payer le prix fort d'ailleurs à la fin qui bénéficie un peu moins au peuple ukrainien qu'à quelques oligarques qui possèdent, qui sont pas toujours ukrainiens d'ailleurs, ces filières industrielles d'élevage qui aujourd'hui sont en train de déstabiliser nos pays. Donc le vrai sujet, soyons pragmatiques encore une fois, regardons les choses en face, regardons comment nous pouvons aider nos amis ukrainiens sur le terrain militaire, c'est un sujet clé, mais le sujet n'est pas aujourd'hui de faire en sorte que nos pays perdent leur capacité de produire leur propre alimentation. Alors, personne n'y gagnera rien. Dans le Figaro ce matin, Marion Maréchal estime que vous devez être avec elle, que vous devriez la rejoindre et rejoindre Éric Zemmour. Vous êtes incohérent, vous dit-elle. Le PPE, votre parti européen, enfin le parti auquel, le regroupement politique auquel vous adhérez en Europe, a voté la répartition des migrants, l'extension des mères porteuses, les sanctions, etc., etc. Enfin bon, Non mais ce qui me frappe, c'est de voir à quel point... C'est du mensonge? Elle ment? En tous les cas, c'est inexact. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais le fait est que la répartition des migrants, par exemple... Pareil que vous avez voté les traités de libre-échange aussi. La répartition des migrants, nous l'avons combattu. Est-ce que vous avez voté les traités de libre-échange? Non, j'ai voté contre l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Et de fait, il suffit. Les votes sont publics, il suffit de se renseigner. Le fait est que le débat européen est parfois un peu plus compliqué que ce que certains voudraient nous raconter depuis Paris dans des campagnes nationales. Effectivement, au PPE, il y a des gens qui soutiennent les accords de libre-échange, il y a des gens qui s'y opposent. La question du libre-échange, elle traverse beaucoup plus les groupes politiques en fonction des pays, en fonction des partis politiques qui les constituent. Elle ne se construit pas sur une équation aussi simpliste. Il y a par exemple une majorité de socialistes au Parlement européen qui sont favorables aux accords de libre-échange. En France, les socialistes français sont opposés. Je n'irai pas raconter, moi, dans le débat public national, simplement pour me faire plaisir, que les socialistes français votent pour les accords de libre-échange, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pourriez sur la relocalisation des migrants, on l'a combattu. Et permettez-moi de dire une chose toute simple. La vie politique européenne, c'est plus compliqué que ce que peut-être certains voudraient faire croire. Le commissaire européen qui porte aujourd'hui les questions d'agriculture et qui par conséquent a porté toutes les réformes qu'on a évoquées aujourd'hui, il est du groupe ECR, il est du groupe des conservateurs, le parti politique auquel... je crois, Marion Maréchal aspire à appartenir demain. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Sur la répartition des migrants, parce que moi ce qui m'intéresse c'est le fond, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans la spéculation politique. La répartition des migrants, c'est un sujet majeur. Ça a été un des grands combats de notre mandat que de tenter d'empêcher le projet que voulait porter Emmanuel Macron, le projet de répartir de manière obligatoire les migrants en Europe. Le projet qu'il mène en France. Parce que chaque semaine, le gouvernement répartit des migrants arrivés illégalement en France, partout dans les départements français. Cette idée de répartition, elle est évidemment désastreuse. Elle consiste à gérer notre impuissance à maîtriser nos frontières, plutôt qu'à mettre fin à cette impuissance. Pourquoi y a-t-il une accélération? Parce que les Jeux Olympiques se profilent. Parce que les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon. Je crois, malheureusement, et puis je crois aussi tout simplement qu'un gouvernement
gouvernement qui accepte de laisser rentrer 500 000 personnes légalement sur le sol français chaque année, parce qu'on en est là, Jean-Jacques Bourdin, ne peut pas ne pas faire en sorte que ces migrants se répartissent partout en France. Mais c'est un désastre, évidemment. Et nous avons réussi à empêcher que ce désastre se répète au plan européen, parce que les textes européens sur la migration et l'asile qui ont été l'objet d'un accord en décembre ont enfin validé le fait qu'il n'y aurait pas de répartition obligatoire des migrants sur le sol européen. Quand un pays sera victime d'une crise migratoire massive, comme l'Italie l'a été récemment, comme la Grèce a pu l'être, il faut une solidarité européenne. Il faut venir aider ce pays, bien sûr. Mais aider les pays qui sont victimes d'une crise migratoire massive, ça ne veut pas dire accepter de prendre chez soi les migrants qui y sont entrés illégalement. Ça peut vouloir dire aussi envoyer des équipes sur place, envoyer des militaires, des policiers, des gendarmes, des équipes humanitaires, des interprètes, des gens qui viendront soutenir logistiquement le pays qui est en première ligne. Ça peut vouloir dire l'aider financièrement, budgétairement. Il faut une solidarité européenne, parce que moi je ne crois pas qu'on puisse dire chacun se débrouille tout seul. Si demain la Grèce est envahie ou l'Italie, ça aura des conséquences pour nous, donc il faut qu'on résolve ce problème ensemble. Mais résoudre ce problème ensemble, ça ne veut pas dire la répartition obligatoire des migrants. François-Xavier Bellamy, 2 questions pour terminer. Vite, les réponses s'il vous plaît. L'IVG dans la Constitution, projet de loi examiné demain à l'Assemblée nationale, c'est une bonne décision, c'était indispensable? Indispensable, pourquoi ? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une seule femme... Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'il y a une seule femme qui pense que sa vie va changer avec cette réforme ? Objectivement, étant donné tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, tout ce qui inquiète les Français, mesure de protection de l'IVG. Mais la loi Veil n'est pas remise en cause dans ce pays. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit à quel point notre vie politique est marquée par l'américanisation des débats. La Cour de justice, la Cour suprême de l'Union européenne prend une décision, immédiatement on se dit qu'il faut absolument faire évoluer notre Constitution. Donc vous notre êtes Constitution, contre. Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes contre. Donc on est devenu un Xème État des États-Unis d'Amérique. Vous êtes contre. Moi, en tous les cas, je pense que le sujet... Vous êtes contre. Le sujet aujourd'hui pour les droits des femmes, il n'est pas là d'abord. Le sujet pour la protection des femmes contre les violences qu'elles subissent, il est clairement pas là d'abord. Et on peut peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un certain féminisme aujourd'hui qui préfère agiter des symboles comme celui-ci que de se préoccuper de la réalité de la vie des femmes et de la réalité de ce qu'elles vivent. Oui, mais vous êtes contre donc l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Je pense que ça ne changera rien à la vie des femmes. Vous êtes donc contre? Dites-le. Je crois que c'est... Mais d'ailleurs, tout le monde le voit. Vous pouvez me poser la question. Mais non, je ne vous pose pas la question. Je vous demande simplement une réponse. C'est juste une diversion. Voilà ma réponse. C'est une diversion. Alors, vous êtes prof de philo. Est-ce que vous demandez la démission d'Amélie Oudéa-Castéra? Avec tout ce qui s'est passé récemment, depuis qu'elle a été nommée ministre. Quelle désolation pour l'éducation nationale. C'est vraiment... dramatique. Et moi, ce qui me marque, c'est que notre nouveau Premier ministre, qui a fait de son passage éclair à ce ministère l'occasion de vanter un bilan qui n'existe pas, qui avait promis qu'il partirait avec la cause de l'école dans son cœur, a fini par confier l'école à la ministre chargée des sports. Et moi, d'une certaine manière, j'en veux moins à Amélie Oudéa-Castéra que ceux qui ont fait ce choix. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. C'est un ministère avec 1 million de fonctionnaires. Et c'est surtout, Jean-Jacques Bourdin, c'est surtout notre avenir. C'est la chose la plus importante pour l'avenir du pays. Et on la confie, cette cause, à quelqu'un qui ne connaît rien à la question de l'école. Je ne le lui reproche pas, encore une fois. On n'est pas tous obligés d'être des spécialistes de la question éducative, mais à quel moment est-ce qu'elle a vécu l'expérience de l'enseignement? À quel moment est-ce qu'elle a connu la structure de l'éducation nationale? Qu'est-ce qui l'a prédisposée à s'occuper de ce ministère? Elle était en charge des sports, elle est supposée s'occuper des Jeux Olympiques, et on lui dit, tiens, tu vas aussi t'occuper de l'éducation nationale. Mais ça n'a aucun sens, ça n'est pas sérieux, Jean-Jacques Bourdin. Et le fait qu'elle ait évidemment vécu cette séquence catastrophique depuis le début avec ces mots qui étaient tellement blessants pour les professeurs, et notamment pour les professeurs de l'enseignement public, j'en ai été un, Jean-Jacques Bourdin. Le fait qu'elle ait eu cette expression incroyable, finalement, est d'abord l'indice du fait qu'elle, malheureusement, elle découvre des sujets qui sont d'une importance infinie. Je crois qu'il faut sortir de là le plus vite possible, en effet. Donc, qu'elle démissionne. Je ne sais pas comment elle va réussir. Sortir de là le plus vite possible. Oui, mais tout le monde le voit. Je ne sais pas comment elle va réussir à mener le travail qu'il faut à la tête de l'éducation nationale. Mais encore une fois, je ne lui reproche pas. Mais on a dénoncé Jean-Jacques Bourdin. Cette politique du casting, de l'affichage et de la communication dans la construction du gouvernement, aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et qui en paye les conséquences? Les professeurs, les élèves et les familles. Le casting, Rachida Dati. Mais bien sûr, mais c'est la même chose. Mais qui ont de quoi être inquiets évidemment, pour le sérieux de l'action qui sera conduite à la tête de ce ministère. À la culture, ils ont de quoi être inquiets.
avec la nomination de Rachida Dati. Mais là encore, tout le monde voit très bien que Rachida Dati n'a pas été nommée ministre de la Culture, c'est pas lui faire offense que de le dire, pour ce qu'on savait de sa compétence, de son expérience, de son autorité sur les sujets de culture. Simplement pour faire un coup politique, pour fragiliser les Républicains, jouer à la politique politicienne avec les questions les plus importantes pour le destin du pays me semble être assez irresponsable, malheureusement. Bien, merci François-Xavier Bellamy. Merci 0826, merci. 300 pour réagir. Après, vous aurez toutes les infos sur ce qui se passe dans le sud-ouest, et notamment autour de Pamiers dans l'Ariège. Il est 8h59.